Donc, écoutez, voilà, merci d'être venu. En fait, j'avais fait cours l'an dernier sur le lien entre innovation et croissance et politique de croissance. J'avais poussé le point de vue, j'avais montré différentes théories de la croissance, mais j'avais poussé le point de vue schumpeterien, qui est l'idée que la croissance résulte de l'innovation. Et j'avais un petit peu dit, voilà, donc évidemment, les politiques de croissance sont les politiques qui favorisent l'innovation, et on avait un petit peu étudié ça l'an dernier. J'avais parlé de climat, d'éducation, de concurrence, de pays plus développés, de pays moins développés, de croissance par le rattrapage, de croissance par l'innovation à la frontière. Donc voilà, on avait abordé toute une série de sujets. De toute façon, les cours sont enregistrés et les transparents sont disponibles. Donc voilà, donc ce que je voulais faire cette année, en fait, c'était davantage m'intéresser à l'innovateur individuellement. Donc c'est ça que je vais essayer de faire un petit peu. Et de regarder les incitations et qui sont les innovateurs, d'où ils viennent, leurs incitations. Voilà, regarder, me placer davantage du point de vue de l'innovateur. Voilà. Donc c'est ce que je ferai cette année. L'an prochain, j'avais envie de regarder vraiment les entreprises, voilà, la dynamique des entreprises liée au processus de croissance, la création, la croissance, la destruction d'entreprises, et regarder davantage du point de vue de l'entreprise. Et puis tout ça, voilà, normalement on devrait faire un livre, voilà. Mais bon, il faut que... Je veux toujours dire que je veux écrire mon livre, mais en même temps, comme la recherche avance, je suis pris par les articles de recherche, et donc je retarde l'écriture du livre. Voilà. Donc, je pensais organiser, si vous voulez, le cours. On aura 7 séances. Je suis censé faire 13 heures. Mais donc peut-être qu'on fera, fera une heure de plus, ou peut-être, à mon avis, au bout de 13 heures, vous n'en pourrez plus de moi. Mais j'avais prévu 7 séances. De toute façon, on doit se voir 7 fois. Donc la première, c'est qui devient inventeur. La deuxième, c'est récompense et incitation à innover. La troisième, c'est innovation, inégalité et mobilité sociale. La quatrième, c'est financement de l'innovation. Et là, je parlerai aussi de la fiscalité de l'innovation. Il n'y a pas grand-chose qui existe dans la littérature, mais il y a quand même quelques travaux qui ont été faits, pas par moi, par des collègues, et j'aimerais vous en faire état, vous montrer un petit peu où en est la recherche, à la frontière. Ensuite, je vais parler d'externalité, c'est-à-dire je vais parler de l'impact qu'un innovateur peut avoir sur son environnement, sur l'innovation et sur les revenus de gens qui travaillent avec lui ou qui sont les co-auteurs de l'innovation, de l'innovateur, ou qui travaillent dans la même entreprise, etc. Donc c'est tout l'aspect externalité lié à l'innovation. Ensuite, je voudrais parler de commerce international et d'innovation. En quoi est-ce que la libéralisation du commerce ou pas, comment c'est relié à l'innovation? Donc il y a plusieurs aspects à cette question que j'aimerais analyser avec vous. Et je voulais terminer en parlant de l'économie de la science. C'est-à-dire que la science, vous voyez, l'innovation, c'est en général, je donne une vision très simplifiée parce que l'innovation arrive de 10 000 façons, mais en général, on pourrait voir ça de manière très simplifiée en disant qu'il y a la recherche fondamentale, et puis après, il y a les applications de la recherche fondamentale. On peut voir le processus de recherche qui mène de l'idée de base à disons, l'application ultime et commercialisable comme quelque chose en plusieurs stades. Et j'aimerais regarder le stade fondamental, le stade voilà, de la recherche, et je voudrais parler beaucoup notamment de ce qu'est l'aspect liberté du chercheur et l'aspect ouverture du chercheur. Voilà. Et pourquoi c'est très important d'avoir à la fois la liberté et l'ouverture. Voilà. Et de comprendre un peu mieux comment on mesure l'impact de la recherche fondamentale. Donc là, il y a eu des travaux récents et tout un domaine qui s'est développé dans les dernières années, qui est un domaine vraiment intéressant et dont j'aimerais parler en dernier cours en fait, de cette séance. Voilà. Donc voilà un petit peu alors il y aura également un colloque
qui aura lieu. J'en avais fait un en juin dernier. Et là, le 16 juin 2017, j'aurai un colloque sur les inégalités et innovations. Ça sera le thème du colloque, si je ne me trompe. Françoise acquiesce, donc c'est bon. Et j'ai également, il y a des journées également auxquelles je vous invite. Le 16 janvier, c'est à la Banque de France, mais c'est joint avec le Collège de France. Et nous avons un colloque sur la mesure de la croissance. Vous savez, il y a tout le problème de la stagnation séculaire et de la mesure de la croissance. Et là, il y aura vraiment un colloque. Il aura lieu à la Banque de France, mais il est joint avec nous. Et nous avons normalement le 17... oui, le reste, c'est un peu plus compliqué, puisque ça, c'est... Voilà. Je crois que j'en ai dit... voilà, donc voilà un petit peu les activités cette année autour du thème de l'innovation. Voilà. Alors, je vais aujourd'hui parler de qui devient inventeur. Je veux essayer de comprendre d'où viennent les inventeurs, qu'est-ce qui favorise l'invention. Alors, évidemment, l'invention, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un peu comme une étincelle, et c'est un peu un miracle, l'invention. Et il y a beaucoup de choses qui contribuent à ce que ça ait lieu ou pas. Mais il y a des facteurs qui favorisent... là, voilà. Donc j'aimerais d'abord, avant de parler de ça, j'aimerais quand même introduire et reprendre un peu ce que j'avais fait l'an dernier, mais juste pour vous donner un peu un aperçu, c'était les sources de croissance. Donc on avait vu l'an dernier qu'il y avait plusieurs sources de croissance. L'une, c'était l'accumulation de capital. On accumule des machines. Vous pouvez voir un peu l'Union soviétique. Je veux dire que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont fait des grandes innovations. Ils ont quand même envoyé le premier homme dans l'espace, hein, pas oublier. Et dans l'armement aussi, ils étaient très très bons. Mais c'est vrai que beaucoup d'économies, on a nous-mêmes, l'accumulation de capital est une source de croissance. On n'a pas de machine, on reconstruit un pays, on accumule du capital, c'est une source de croissance. La croissance démographique est également une source de croissance. Plus on est nombreux, plus on produit. Alors évidemment, il peut y avoir des effets de congestion, mais la croissance démographique est certainement liée au processus de croissance. Et évidemment, nous, on avait mis l'accent sur le progrès technique, c'est-à-dire de dire même étant donné une certaine quantité de capital et une certaine quantité de travail, eh bien, on peut produire plus ou moins, là je représente l'output produit chaque année, le PIB, et là c'est la quantité de capital, je ne mettrai pas d'équation, là c'est vraiment, oublier les équations, c'est vraiment comme, je dis évidemment, ça dépend de la quantité de capital, mais le capital peut être plus ou moins productif, et l'innovation, elle est là pour augmenter la productivité du capital, ou des facteurs de production, pour les rendre plus productifs. Donc on peut évidemment augmenter le PIB, soit en augmentant la quantité de facteurs utilisés, soit en augmentant la productivité des facteurs. D'accord ? Alors l'innovation, évidemment, elle est multiforme. Hein. L'innovation, c'est une innovation qui améliore les processus de production. Ça peut être une innovation dans les méthodes de production, hein, dans l'organisation des entreprises. Ça peut être de l'innovation qui aboutit à de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits. Donc l'innovation, c'est tout ça. Et donc, voilà. Mais tout ça contribue à créer du produit intérieur brut. J'avais montré 3 diagrammes l'année dernière, c'était de dire, voilà, donc une partie de la croissance, elle est liée, elle est expliquée par la croissance du facteur travail, par la croissance du facteur capital, et le reste, c'est ce qu'on dit, eh ben, c'est la productivité des facteurs, c'est le A, et on voit que, en fait, eh bien, des travaux de Jorgensen, qui était mon collègue à Harvard, qui montrent que, par exemple, la partie de l'output de la partie de la croissance de l'output qui est expliquée par la croissance de la productivité, elle est substantielle partout. Et donc, on doit vraiment s'interroger, surtout que d'autant plus dans les pays développés qui épuisent les sources dont le capital, ce n'est pas tellement en augmentant le nombre de machines qu'on va croître, c'est en améliorant leur productivité. Donc, c'est évident. Alors, évidemment, quand vous passez à des pays un peu moins développés, c'est un peu, vous voyez, là, l'échelle est plus petite. Évidemment, la croissance de la productivité joue un rôle un peu moins grand, bien que quand même important, dans des pays émergents, alors qu'il joue un rôle plus important. Regardez simplement l'axe vertical pour les pays développés, puisque les pays développés ont épuisé les ressorts
de l'accumulation de capital. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité des choses. Ce n'est pas juste la quantité des choses, c'est la qualité des inputs. D'accord ? Donc, évidemment, comment on développe la qualité des inputs ? Ben, la manière la plus évidente, c'est en innovant. Voilà. Là, c'est... on peut dire aussi, voilà, par exemple, on avait vu l'an dernier que si on a un modèle avec juste de l'accumulation de capital, eh bien, l'idée, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants par rapport à l'accumulation de capital, et on épuise ce qu'on peut faire avec l'accumulation de capital. Et en général, si on n'avait que l'accumulation du capital pour croître, eh bien, on s'essoufflerait, la croissance s'essoufflerait, et à un moment donné, on n'aurait plus de croissance. Or, là, c'est des données de Romer 186 qui montrent que la probabilité que la croissance dans la prochaine, donc il prend des données entre 1700 et 1870 pour différents pays, et on les regarde d'année en année, et on regarde à chaque fois quelle est la probabilité quelle est la probabilité. Donc on regarde pour chaque pays et on voit à chaque fois si, en prenant chaque année, eh bien, la croissance est plus élevée dans les 10 ans après que dans les 10 ans avant. Si c'est le cas, on met 1, si ce n'est pas le cas, on met 0. Et puis on fait la moyenne pour chaque pays, et donc pour chaque pays, on obtient une probabilité que la croissance 10 ans après soit plus grande que la croissance 10 ans avant. Si nous étions dans un univers sans progrès technique, eh bien, la probabilité qu'elle soit plus grande après qu'avant serait inférieure à 0,5. Or, vous voyez ici, pour les différents pays, cette probabilité est supérieure à 0,5. C'est un autre indice qu'on n'est pas dans un monde purement d'accumulation de capital, qu'il y a cette chose qui s'appelle le progrès technique et que l'innovation est quelque chose de très important. Voilà. Donc, ça, c'est simplement pour vous motiver, pour vous remettre dans le bain, pour vous réchauffer un petit peu, là, parce qu'on s'est fait un an qu'on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y a des gens, je reconnais des visages de l'an dernier, mais il y a des gens qui ne m'ont jamais subi encore. Donc, en tout cas, voilà, je voulais en tout cas ramener à ça. Alors, c'est pour ça que, si vous voulez, il y avait le modèle de Solow. Solow a eu le prix Nobel, je crois en 88, je pense, 87, je crois qu'il a eu le prix Nobel, et il avait fait le papier, son article fondateur était en 56, l'année de ma naissance, elle ne me rajeunit pas, voilà, et ça c'est mon modèle à moi, voilà. Alors voilà, ça c'est mon modèle de croissance, c'est le modèle de croissance schumpeterien. Il repose sur 3 idées essentielles inspirées de Schumpeter, mais c'est Schumpeter, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'analyse empirique. Donc avec mon co-auteur Peter Howitt et ensuite avec d'autres, et maintenant c'est des jeunes qui le font, parce que justement c'est ça qu'il faut, il faut passer le témoin à des jeunes, hein. Eh bien, la première idée, c'est que la croissance de long terme, elle résulte de l'innovation. Donc ça, c'est presque la suite de Solow, sauf que, évidemment, Schumpeter avait cette idée-là avant même que Solow ait produit son papier. En 1956, Schumpeter était déjà décédé, donc il aurait pu difficilement lire l'article de Solow. Donc il avait déjà cette intuition-là. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte quand même d'investissements en R&D, ou en autre chose. Il y a bien sûr ce que vous faites dans votre garage, si vous en avez un, et d'investissement. Évidemment, les investissements, bon, il y a la curiosité scientifique, évidemment, et on va voir qu'il y a plein de choses. Mais effectivement, c'est également conditionné par votre milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes dans un endroit où on vous exproprie quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas très envie d'innover. Si vous êtes dans un environnement où il y a de l'hyperinflation, comme en Allemagne les années 30 ou en Argentine dans les années 80, vous serez obsédé par l'hyperinflation, vous n'aurez pas tellement le temps d'innover. Si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas d'éducation, vous avez peu de chances d'avoir de l'innovation. Enfin, voilà, il y avait cette idée de base, mais je vais revenir plus loin, que l'innovation résulte d'investissements qui sont eux-mêmes qui répondent eux-mêmes aux incitations économiques. Et donc la politique économique et l'environnement, etc., vont influer sur la croissance, parce qu'elles vont influer sur l'innovation. Je vais revenir là-dessus de manière beaucoup plus précise dans un moment, parce que ça a l'air très abstrait pour vous, mais en fait, ça va voir que c'est très concret. Et donc, on peut parler de politique ou d'institutions favorables à la croissance parce qu'elles favorisent l'innovation. Par contre, il y a d'autres institutions qui, si vous êtes au Zimbabwe, c'est pas génial pour innover, d'accord? Parce que là, vraiment, tout n'est pas bon. Et vous n'arrivez pas. L'innovation, vous savez, c'est l'innovation pour échapper à Mugabe le plus possible. Mais ce n'est pas de l'innovation qu'on peut breveter, malheureusement. Voilà. Alors, la troisième idée, donc là, on peut parler de politique de croissance. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Le nouveau remplace l'ancien. La croissance est un processus conflictuel où les innovateurs d'hier deviennent souvent des firmes en place qui essayent d'utiliser la richesse qu'elles ont
pour empêcher l'arrivée de nouveaux innovateurs. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle l'économie politique de la croissance. Et ça, c'est une idée très importante. J'ai des gens plus jeunes que moi, comme Acemoglu et Jim Robinson, qui ont fait un livre qui s'appelle Pourquoi en anglais, c'est Why Nations Fail. Et j'ai oublié le titre français du livre, vous ne vous souvenez pas. Mais c'est vraiment sur ce thème-là. Et en fait, c'est toute la dynamique des entreprises et tout ce qui relie concurrence et croissance qui est vraiment derrière ce concept de destruction créatrice. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les idées de base et on a développé toute cette approche schumpeterienne depuis 30 ans et qui, en fait, marche très, très bien. Voilà, qui donne lieu à plein de travaux. Et voilà. Alors, je voudrais, moi, cette fois-ci, cette année, parler de l'innovateur. Je veux me placer du point de vue de l'individu qui va innover, qui va peut-être innover. Voilà. Et je vais vous raconter des choses sur cet individu-là. Voilà, d'accord Donc, je voudrais... qu'est-ce qui stimule l'innovation? Alors, on va regarder un peu la trajectoire individuelle des innovateurs, leur famille, leurs études, leur lieu de vie. Hein qui sont les pourvoyeurs d'idées innovantes, comment augmenter la qualité et la quantité d'innovation. Donc je vais regarder un petit peu ça de manière microéconomique. Alors il y a deux aspects dans cette chose-là. Il y a l'aspect extensif et l'aspect intensif. L'aspect extensif, c'est le choix de carrière. C'est est-ce que je décide de faire de l'innovation plutôt que de faire autre chose. Alors des fois, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que je peux faire un boulot, et puis dans mon boulot, j'ai tout d'un coup une idée, et je vais la breveter. Donc c'est plus compliqué que ce que je raconte. Mais il y a quand même un aspect extensif, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui aurait pu être ou ne pas être un innovateur, et qu'est-ce qui va faire qu'il a plus de chances d'être innovateur que de ne pas l'être. Voilà. Et qu'est-ce qui a plus de chances que quelqu'un aille dans la recherche ou travaille dans la section recherche-développement d'une entreprise, etc. Ou passe du temps dans son garage à essayer de trouver... Moi, je me rappelle, je connaissais un pilote, il était pilote chez United, et il était là à faire... Et son passe-temps, c'était sa passion, c'était de travailler sur un moteur, un petit moteur, et il était dans son garage, et il m'avait montré son petit moteur, et il était tout excité. Voilà. Mais donc, l'innovation se fait dans plein de... voilà. Donc, mais il est dans un environnement où il se disait, je vais pouvoir vendre mon innovation, évidemment. Et puis, il y a l'aspect intensif, c'est-à-dire des gens qui sont déjà des inventeurs ou qui sont déjà des chercheurs, et l'idée, c'est comment on fait qu'ils soient plus productifs. Par exemple, est-ce que le CNRS, c'est la bonne méthode de fonctionnariser des chercheurs, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou pas. Alors, le CNRS est une formidable institution, et ça fait des grandes choses, mais est-ce que c'est la bonne méthode de, par exemple, promouvoir à l'ancienneté, par exemple, quand on est chercheur? Je ne sais pas, voilà une série d'incitations. Est-ce que c'est la bonne manière d'inciter ou de ne pas inciter? On se posera la question des impôts. Est-ce qu'il faut se préoccuper de l'innovation quand on pense au système fiscal? Par exemple, vous savez qu'il y a des gens en France qui s'intéressent beaucoup à la fiscalité et l'innovation ne les intéresse absolument pas. Est-ce que c'est normal que ça ne les intéresse pas? Ou est-ce que ça devrait les intéresser? Voilà, bon, ça, c'est des questions que nous allons poser dans ce cours. Voilà. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de 3 études. C'est une étude sur données historiques américaines. C'est des données qui remontent à 1840, et c'est un truc qui n'est même pas encore écrit. C'est vraiment de la recherche. Vous savez, le Collège de France, l'idée, c'est de vous donner de manière accessible, j'espère que c'est accessible. Si c'est vraiment pas accessible, je ne sais pas comment vous pouvez me l'exprimer en levant la main, dire arrêtez, on n'en peut plus. Mais c'est d'exprimer sous la manière la plus accessible de la recherche en train de se faire. Ben là, vous avez vraiment de la recherche en train de se faire. Le Axiguide Grigsby-Nicolas, le papier n'est même pas encore écrit. Il est en train d'être écrit. D'accord? Il y a des transparents. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la recherche qui est en train d'être faite, quoi. C'est ça la vocation du Collège de France. C'est de vous donner à réfléchir sur des choses qui sont sur de la recherche en train d'être faite. Voilà. Il y a un papier qui est également récent de collègues, de différents collègues. Chetty, il était à Harvard, maintenant il est à Stanford. Jarabel, c'est mon étudiant, c'est un étudiant d'Harvard qui va aller sur le marché du travail cette année. Petkova, elle est à l'équivalent de la DGFIP américaine, Internal Revenue Service, qui est le collecteur d'impôts aux États-Unis. Et Van Reenen, il était à London School of Economics, maintenant il est au MIT, et Bell est un étudiant à Harvard. Voilà. Donc c'est ses collègues, et là eux aussi, c'est un papier qui viennent de sortir,
qui n'est pas encore publié. Et eux, ils regardent des données américaines récentes. D'accord ? Et puis moi, j'ai ma petite pierre également, et je regardais beaucoup les inventeurs finlandais. Mais je vais regarder d'autres inventeurs. Après, on regarde les Suédois, on peut regarder les Français. Et on passe énormément de temps à collecter des données. Si vous venez dans mon bureau à Ulm, au 5e étage, il y a plein de boîtes. J'ai deux étudiants qui sont formidables, qui vont être des co-auteurs bientôt, et qui m'ont énormément aidé dans la préparation de ces... Simon Barguet m'a énormément aidé dans la préparation de ce cours. Et en fait, vous allez voir qu'on collecte énormément de données sur l'innovation. Et on a tout un programme sur l'innovation. Par exemple, on a un programme sur les auto-entrepreneurs. Qu'est-ce qui détermine s'il y a plus ou moins d'auto-entrepreneurs? Est-ce que les changements de loi ont fait quelque chose? On a tout un projet sur l'innovation et le commerce international dont je vous parlerai. On a tout un projet sur l'innovation et la macroéconomie. On a tout un projet sur les inégalités de salaire entre entreprises qui innovent et entreprises qui n'innovent pas. On a un projet sur l'effet des réglementations, les seuils. Vous savez, ça change à partir de 50 employés. Comment ça affecte l'innovation des entreprises? C'est un énorme laboratoire et c'est passionnant. Et d'un coup, le 5e étage, qui est devenu, qui était toujours très vivant, est encore plus vivant que... Voilà, l'idée, je ne sais pas, Françoise, vous étiez là avant, c'était peut-être qu'on dansait déjà à la salle 1, maintenant ça devient très simple. Bon, voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on fait, dans cette donnée. Alors je vais commencer par les inventeurs américains. Donc ce projet de mes collègues à Chicago, Aksigit, Grigsby et Nicolas, c'est de dire, voilà, j'ai des données de brevets qui remontent, vous voyez, j'ai des données de recensement qui remontent à 1840 et j'ai des données de brevets qui remontent jusqu'à 1880. Donc je peux croiser les deux. Et je peux regarder des corrélations. Alors évidemment, on peut regarder des causalités sur données historiques, c'est très difficile, mais déjà les corrélations sont très intéressantes. Mais il faut les prendre pour des corrélations. Je ne prétends pas ici montrer des causalités quand je n'en montre pas. D'accord ? Je crois qu'il faut être très prudent quand on montre quelque chose. Il faut être très honnête de dire voilà les limites de ce que je vous montre. Mais ce que je vous montre est quand même intéressant malgré les limites de ce que je vous montre. D'accord ? Par exemple, Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique, hein, il a 1093 brevets. Vous vous rendez compte ? Hein, ça donne des complexes. Hein. Et c'était très intéressant parce qu'il est né dans l'Ohio, qui est un État américain essentiellement agricole, et il a émigré vers le New Jersey, qui est quand même un endroit où il se passe plus de choses en innovation. Le New Jersey, c'est un drôle d'État d'ailleurs. Il y a le meilleur et le pire là-bas. Vous êtes déjà allé dans le New Jersey? C'est une espèce de... Ça ressemble à une affreuse banlieue entre New York et Philadelphie. Peut-être qu'il y a des gens de New Jersey qui vont penser que je les insulte. C'est moche comme tout. Et puis au milieu de tout ça, il y a Princeton, qui est un miracle, qui est beau comme tout. Et puis c'est entouré essentiellement de bidonvilles, quoi. Et le gouverneur qui est à Trenton, qui est une ville totalement sinistre, lui, il habite à Princeton, évidemment, qui est l'endroit sympa, puis après, il va travailler à Trenton. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec le New Jersey, mais c'est quand même un endroit où il y a de l'innovation. Par exemple, Bell Lab était à New Jersey. Il y a quand même beaucoup de choses, il se passe quand même beaucoup de choses à New Jersey. En tout cas, c'est intéressant que Thomas Edison ait émigré vers le New Jersey. Alors, je vais juste vous montrer des corrélations. Et là, ça va juste vous donner. Alors là, c'est des États américains que je représente là. Et ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, on regarde du côté horizontal, je vous montre, si vous voulez, les brevets, le nombre de brevets, l'intensité de brevets. Voilà. Et en axe vertical, je montre la croissance dans les différents États, la croissance du PIB. Et on voit déjà une chose très intéressante, parce que je vous avais dit tout à l'heure, la première idée schumpeterienne, qui est à la base de notre théorie schumpeterienne, c'est qu'il y a un lien entre la croissance et l'innovation. Eh bien, regardez déjà, c'est très intéressant. Finalement, si je devais faire un cours introductif à la croissance, n'importe où, eh bien, je n'aurais pas pu, avant il y a un mois, montrer sur données historiques que c'est vrai. C'est quand même fou, non ? Voilà, vous avez devant vous la première figure qui vous montre que c'est relié. Voilà, que effectivement l'innovation et la croissance, c'est relié l'un à l'autre. C'est quand même important. Rien que ça fait le cours d'aujourd'hui. Je peux m'arrêter, m'en aller. Regardez bien cette figure. Hein, voilà, j'ai terminé mon truc. Déjà de vous convaincre de ça. C'est une corrélation, hein, mais c'est très intéressant
que les endroits aux États-Unis qui innovent plus sont des endroits où la croissance là, du PIB est la plus forte. Et on regarde entre 1900 et 2000, puisqu'il met des données récentes avec des données où il remonte jusqu'au début du XXe siècle. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors je vais, donc importance des brevets, alors c'est juste les brevets, alors évidemment vous allez me dire, les brevets c'est qu'une toute partie de l'innovation, beaucoup d'innovations par exemple en finance, il y a des bonnes et des mauvaises innovations en finance, hein, je crois beaucoup qu'il y a la bonne et la mauvaise, hein. Je ne suis pas du tout un, d'ailleurs je n'ai pas d'eau, ah zut, je ne peux pas avoir un peu d'eau? Ah si on pouvait me donner un petit peu d'eau là, ça serait sympa. Ah oui j'ai de l'eau, non j'ai de l'eau, c'était caché par le... Alors, mea culpa, là, grand mea culpa. Merci pour... Alors, l'eau, c'est une invention merveilleuse, l'eau dans une bouteille de plastique, comme ça. Donc, si vous voulez, beaucoup d'innovations ne sont pas brevetées, mais malheureusement, nous ne savons pas les mesurer. Alors, l'innovation, on peut la mesurer par les brevets, mais on peut aussi la mesurer par les créations d'entreprises ou par la croissance de la productivité. Mais enfin, là, justement, je veux expliquer que la croissance et l'innovation sont reliées. Donc, les brevets, c'est une des mesures qu'on a. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et en économie, c'est souvent ça. Vous n'avez jamais le truc parfait en économie. Mais vous essayez d'aller vers un phénomène par différents bouts, et en voyant que vous avez différents morceaux d'évidence qui vont dans le même sens. Et vous vous dites, il y a quand même... Voilà, un smoking gun, comme on dit en anglais. Ça doit être vrai un peu, quoi. Et donc voilà. Donc ça, en tout cas, c'est intéressant. Alors, je voudrais parler de maintenant, je vais m'intéresser aux inventeurs de l'âge d'or aux États-Unis, et je vais m'intéresser beaucoup à la géographie. D'abord, d'où ils viennent, quoi. Hein, d'où ils viennent. Alors, d'où ils viennent, ça peut être des endroits où il y a personne. Hein, ça peut être des endroits peut-être qui viennent du Montana, où il y a vraiment deux vaches, il n'y a rien, il n'y a que de la nature, très belle d'ailleurs, dans le Montana, mais, ou des bisons, je ne sais pas ce qu'il y a comme animaux, ou bien ils viennent de zones densément peuplées. Donc, c'est intéressant de savoir. Un autre aspect, c'est est-ce que c'est des endroits où on est très ouvert d'esprit ou des endroits où on n'est pas ouvert d'esprit. Ça va être important par rapport même au débat politique de cette année. Est-ce qu'on va dans un pays fermé voyez, ou des pays qui ont une ouverture d'esprit? C'est important, ça. Ensuite, il y a évidemment le développement financier. Est-ce que c'est des pays où il y a des banques ou du capital risque ou des machins, ou c'est un pays où il n'y a aucun intermédiaire financier? Donc ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui pensent que surtout, il faut pas avoir de banque, quoi. Alors, il y a des banques frauduleuses, il y a des banques... Mais est-ce qu'il ne faut pas du tout avoir d'intermédiaire financier? Donc c'est intéressant comme question à se poser. Ensuite, on va regarder l'expérience personnelle. Quel est l'âge des innovateurs? Voilà. Ensuite, on veut savoir... alors, eux, ils ont regardé, mais ça, je ne vais pas vous le montrer, mais eux, ils regardent si ils ont des enfants, quel est leur statut marital, etc. Donc, je vais dire des choses que vous n'avez pas aimées, peut-être, mais je ne vais pas les montrer. Et ensuite, on veut savoir s'ils ont migré. Est-ce qu'ils, peut-être justement, comme Edison, ils venaient de l'Ohio, ils vont vers le New Jersey. Est-ce que c'est un phénomène général, ça? Voilà. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, auxquelles on peut s'intéresser. Et puis après, on peut regarder le contexte familial. Le revenu des parents, l'éducation des parents, sa propre éducation. Alors, on va regarder tout à l'heure dans quel secteur les parents travaillaient. Donc, tout ça, c'est très intéressant également, et ça joue un rôle. Et puis, après, on va regarder, mais ça, je le ferai surtout la prochaine fois, inégalité, mobilité sociale, c'est-à-dire qu'après, on peut regarder, si j'innove, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais vraiment avoir un revenu qui augmente ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà. Et voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser. Voilà. Alors, je vais y aller pas à pas. Hein, est-ce que ça vous tenait le coup, là, pour le respirer, là, un petit coup de respiration? Tout marche bien? Voilà. Moi, non. Moi, je marche bien, mais j'ai besoin un peu de carburant, là. Voilà. Alors déjà, voilà une corrélation qui vient à nouveau de Grigsby, de mes copains là, qui ont fait l'étude historique. Et ce qu'ils montrent, c'est très intéressant. C'est que les innovateurs vivent dans des zones urbaines essentiellement. Enfin, plus la zone... c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que plus un État est urbanisé, plus il brevette, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant. Et c'est très important parce qu'on parlera d'externalité plus tard. Et l'idée, c'est qu'en général, c'est très dur d'innover tout seul sur la planète Mars isolée. Vous voyez, c'est très dur. Vous avez besoin d'interagir avec des gens.
vous avez besoin d'être avec d'autres. Et c'est très intéressant, ça. C'est c'est très dur d'innover tout seul. Et ça, on le voit là. Plus la zone, plus l'endroit est urbanisé, plus l'endroit produit de l'innovation. Voilà, ça, c'est une première chose qui est importante. L'urbanisation, c'est important. C'est pour ça que beaucoup, on parle de l'économie des villes, par exemple. Maintenant, les villes, il y a un certain nombre de grandes métropoles qui jouent un rôle très important dans l'innovation. Et indépendamment de ce qui se passe dans le pays. Par exemple, Londres, aujourd'hui, il y a le Brexit. Londres ne voulait pas du Brexit, le reste de l'Angleterre voulait, j'en sais rien, pas tous, et Londres se dit, mais moi, je vais essayer d'exister comme métropole innovante, malgré, voilà, j'en sais rien ce qu'ils vont réussir à faire. Mais l'importance des villes et de l'urbanisation, c'est quelque chose de très, très important. Donc ça, c'est une chose intéressante. Une autre idée, c'est, là, je regarde les États, je les classe, les États américains, en fonction du développement financier que là, je mesure par le montant de dépôts bancaires par habitant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une mesure très partielle de développement financier. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a le capital risque, il y a le private equity, il y a beaucoup d'autres manières. Il y a la bourse, donc tout ce qui est lié à la bourse. Mais sur données historiques, ce qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment le développement bancaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'innovation là où il y a... Alors évidemment, la causalité peut être dans les deux sens aussi. Là où il y a eu des innovations, viennent les banques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le problème de la corrélation. Moi, je parle juste comme si c'était la causalité du développement financier vers l'innovation, mais ça peut être une causalité inverse où il peut y avoir des facteurs qui affectent l'un et l'autre. Donc là, à nouveau, je suis très honnête et je vous dis simplement, je vous montre des corrélations. Je ne vous dis rien sur la causalité. Il y a eu un certain nombre de travaux dont je parlerai qui montrent qu'il y a une causalité du financement, de la finance vers l'innovation. Mais pour le moment, c'est une corrélation. Vous voyez que plus j'ai des États qui ont un développement bancaire important, plus j'ai de l'innovation. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous vous souvenez l'an dernier, j'ai parlé vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la chance, si vous voulez, reversal of fortune. La bonne fortune, je ne sais pas comment je le traduirais, mais c'était l'idée qu'au début, pendant la phase où c'était surtout sur la production que reposait la croissance, eh bien, aux États-Unis, c'était les États du Sud qui étaient les plus favorisés, là où venaient les esclaves, et il ne se passait pas grand-chose dans le Nord. Et à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle en Angleterre et qu'elle s'est diffusée aux États-Unis, et que l'innovation a commencé à prendre vraiment de l'importance, justement, les années dont je parle ici, où les brevets apparaissent vraiment, là, c'est les États du Nord qui jouent un rôle. Et les États du Nord, c'est là où vous avez les banques, c'est là où vous avez c'est là, vous voyez, où ça se passe, quoi, vous voyez, où il y a plus de liberté, tout n'est pas tenu par quelques gros latifundiaires qui bloquent tout, quoi. Et c'est très intéressant parce qu'on voit ça, on voit ce phénomène, c'est vraiment là où il y a le développement bancaire, là où il y a les villes, là où il y a le développement financier, ça, c'est là que ça se passe. Là aussi, c'est le coût de transport. Donc là, on regarde les États les plus connectés, c'est-à-dire les plus connectés, par exemple, à la mer, les plus connectés, c'est ça qu'on veut dire, hein, on veut connecter aux grandes voies de communication, quoi, aux grands fleuves, aux ports, et plus un État est connecté, donc plus les coûts de transport de ces États vers des grands débouchés, voyez, commerciaux, voyez, sont faibles, plus ils innovent. Donc c'est intéressant qu'il y a une corrélation négative entre le coût de transport, entre ce que ça coûte d'aller de l'État en question vers les grands ports ou les grands débouchés et l'innovation. Donc c'est intéressant, ça va un peu dans le même sens de la proximité géographique, mais là c'est l'idée qu'on innove dans les endroits qui sont accessibles à la mer. C'est intéressant qu'aux États-Unis, les grands pôles d'innovation, c'est la côte Est et la côte Ouest. Il y a au Chicago un peu, mais il y a les grands lacs là-bas. Il ne se passe pas grand-chose dans le Utah, par exemple, en termes d'innovation. Hein. Donc c'est intéressant et c'est assez logique, si vous voulez. Là où il y a les débouchés, là où on peut circuler facilement, eh bien, on voit davantage d'innovation. Vous voyez, donc là, c'est ce que j'appelle le transport cost, c'est le coût de transport, le coût d'accès à des grandes voies maritimes, à des grands ports. Et là, j'ai les brevets. Et plus si on a des coûts de transport faibles, on brevette plus. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est la tolérance. Et ça, c'est très important, la tolérance. Donc ça, je vais en parler. Évidemment, il y a des grands débats en France maintenant sur la tolérance et sur le. Alors, là, on regarde, on classe les États américains
en termes de taux de participation des femmes à la force de travail. Et on voit que plus les femmes participent à la force de travail, plus il y a d'innovation. C'est intéressant. C'est une des mesures d'ouverture, si vous voulez. Là où les femmes doivent rester à la maison, et ce qui était très bien, rester à la maison, si c'est un pays uniquement, vous voyez, en allemand, on dit KKK, Kirche, Küche, Kinder. Hein. Si on est purement en KKK, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Je ne dis pas que c'est corrélé, je n'ai rien contre, hein, mais n'est pas d'idée. Mais en tout cas, c'est intéressant que la participation, bon, c'est un indice d'ouverture, si vous voulez, de progrès quelque part. Moi, j'ai connu des femmes qui sont extraordinaires, mais c'était tout. Mais si vous voulez, c'est intéressant que là où on est plus ouvert à l'idée de la participation des femmes au marché du travail, il y a plus d'innovation. Là, c'est très intéressant que ça dit un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, je représente le pourcentage des familles qui ont des esclaves. Vous voyez, non, évidemment, c'est des données qui ne remontent pas très récemment, puisqu'il n'y a plus d'esclavage il y a plus d'esclavage aux États-Unis. Mais sur la période où il y avait de l'esclavage, ça représente un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus des États américains sont esclavagistes, moins il y a de l'innovation. C'est intéressant. C'est quand même une chose. Bon, je ne dis. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà, de tout à fait. Ça, c'est tout à fait intéressant de regarder ça. Voilà. Donc ça, je voulais. Mais plus généralement, ils ont construit des mesures de protection des minorités. Et l'importance de la protection des minorités. Vous savez, c'est très important en démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas juste simplement qu'il y ait des élections, c'est qu'également on protège les minorités. Et dans les endroits où les minorités ne sont pas protégées, ce n'est pas très bon pour l'innovation. Voilà, très important la démocratie. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont élus, dans certains pays que je ne nommerai pas, même si on ne donne aucun droit à la minorité, ça n'a aucune importance. Pour l'innovation, ça en a. Voilà. Donc, en tout cas, ça suggère, disons, les corrélations suggèrent ça. Alors, à nouveau, c'est des corrélations que je vous montre. Hein. Alors maintenant, on peut regarder l'âge des innovateurs. Alors, une chose très intéressante, c'est que je regarde là, en blanc, c'est les hommes, et en rouge, c'est les femmes. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, en gros, là où on est le plus innovant, c'est entre 36 et 55, quoi, voilà. Et déjà, on retombe là. Moi, je suis déjà là, moi, vous voyez. Je suis sur la pente descendante. C'est pas bon, là. Hein. Mais voilà, donc en général, c'est intéressant de voir à quel âge les gens produisent le plus de brevets. Voilà, c'est intéressant. Mais ça, c'est à nouveau la production de brevets. Donc, il se peut peut-être qu'ici, on fait aussi de la recherche fondamentale. Peut-être qu'ici, on démontre des théorèmes et après, on se met à breveter. Donc, ça, je n'ai pas regardé la production des articles, par exemple, ou des résultats. Mais c'est intéressant en soi. Voilà, il y a quelque chose sur l'âge. Alors, en général, ce qui est très intéressant, c'est que certains grands innovateurs ont été également célibataires longtemps. Mais je ne recommande pas le célibat pour innover. Mais ça, je ne l'ai pas montré parce que je me suis dit, ça va être un peu politically incorrect et je n'ai pas envie de m'immiscer dans la vie privée des gens. Mais apparemment, il semble que beaucoup de grands inventeurs dans l'histoire américaine se soient mariés tard. En fait, ils se marient, mais ils se marient une fois qu'ils ont fait les inventions. D'abord, ils inventent et ensuite, ils se marient. Voilà. Au lieu de faire d'abord le mariage et l'invention. Alors, pourquoi ils font ça? Mais ça, je ne veux pas montrer parce que je ne veux pas rentrer dans ces débats. Mais voilà, c'est très intéressant. Alors maintenant, il y a la chose intéressante, c'est la migration. J'avais dit que Edison avait émigré de Ohio vers le New Jersey. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, je regarde le taux de migration vers des États plus propices à l'innovation. Et ça, c'est les inventeurs et les non-inventeurs. Donc, tout le monde tend à émigrer vers des... vous voyez, ça, c'est au cours de l'âge. Ça, c'est l'âge des gens. Et les gens tendent à émigrer de plus en plus vers des États innovateurs, mais encore plus les innovateurs. Mais également les non-innovateurs, parce que les non-innovateurs, évidemment, même si je suis dans l'immobilier, j'ai envie d'aller faire de l'immobilier en Californie, dans la Silicon Valley, parce qu'évidemment, comme c'est une zone très active, je pourrais faire de bonnes affaires si je suis dans l'immobilier. Donc, même si je ne suis pas un inventeur, je vais là où sont quand même les inventeurs. Mais les inventeurs, ils vont encore plus là où sont les inventeurs. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe. Donc, tout le monde, que ce soit les non-inventeurs ou les inventeurs, tout le monde, au cours de leur vie, tendent à émigrer
vers les États plus innovants, mais encore plus, pour n'importe quel âge, les inventeurs que les non-inventeurs. Voilà. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et donc voilà un petit peu Alors, en revenant à l'Angleterre, beaucoup de gens disent c'est pas du tout la peine de développer le nord-ouest, le nord de l'Angleterre, développons le sud-est de l'Angleterre et tout le monde viendra immigrer dans le sud-est de l'Angleterre. Bon, ça c'est des messages, bon, ça c'est des divergences. C'est pas du tout ce que moi je propose pour l'Angleterre, donc je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Voilà. Alors maintenant je vais parler du revenu des parents et je veux voir l'heure qu'il est d'abord. Quelle heure il est là? Je n'ai pas de montre. Ah, mais je devrais avoir une montre. Non, mais il n'y a pas une montre ici. Non, il n'y a pas de montre. Il est quelle heure? Il est 41, d'accord. On fera peut-être une petite pause à l'heure juste, d'accord, de 5 minutes. Voilà, et après on reprend. Donc là, je veux regarder le revenu des parents. Et donc, je regarde le contexte familial. Et la chose très intéressante, c'est que sur données historiques, vous voyez que là, je représente le percentile du revenu des parents et en ordonnée, je représente le nombre d'innovations par 1000 habitants. Et vous voyez que quand on est issu de parents qui ont des petits revenus, ou pas les plus hauts revenus, on a un taux d'innovation assez faible. Et dès que le revenu est au-dessus du 80e pourcentile, eh bien, tout d'un coup, la probabilité d'inventer devient très élevée. C'est intéressant, hein? Vous voyez l'importance de l'origine sociale. Donc si mes parents, ils sont même aisés, mais pas dans le, vous voyez, dans le top 20%, ma probabilité est faible, et après elle prend l'ascenseur, et boum, elle monte comme ça, très très haut, très très vite. Voilà. C'est quand même intéressant. Et je vais revenir là-dessus, parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette courbe. D'accord? Donc on va passer pas mal de temps sur cette courbe-là. Du côté droit, j'ai le niveau d'études des parents. Donc ça, c'est alors là, je sais pas, c'est le niveau d'études des parents qui est corrélé avec sa probabilité de devenir un inventeur. C'est bien le niveau, c'est ça des parents. Hein. Donc ça que je veux bien montrer. Donc avoir des parents plus éduqués, ça augmente ma probabilité d'être inventeur. Donc c'est intéressant. On va revenir sur tout ça. Mais j'essaye déjà de vous mettre des petites graines. Hein. Et puis on va revenir là-dessus. Moi, en général, je marche par spirale. Ce que j'espère, c'est que mes spirales ne sont pas juste le même cercle tout le temps. Ce que j'espère, c'est que je fais comme ça, quoi. Mais c'est ma méthode de revenir aux mêmes choses tout le temps. Alors ça, c'est une table qui est une régression. Alors je ne vous en montrerai pas beaucoup, et si vous ne voulez pas la regarder, simplement vous m'écoutez et ne vous faites pas peur. Okay. Je regarde la probabilité d'inventer et je regarde ça en fonction de différentes variables. Et je vois d'abord que d'avoir un père inventeur augmente fortement ma probabilité d'inventer. Ça, c'est les données historiques toujours. Hein. Donc, si j'ai un père inventeur, j'ai plus de chances d'être un inventeur. Voilà. Nous avons au Collège de France des éminents inventeurs dont les pères étaient d'éminents inventeurs. Je n'aimerais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà. Et donc, voilà. Voilà. Donc, ça joue un rôle d'avoir un père inventeur. Maintenant, il y a également ce qui joue un rôle, c'est d'avoir un père qui a un revenu élevé. Mais ça, je l'avais montré tout à l'heure. Si j'ai un père qui est dans le 95 percentile supérieur, ou qui est parmi les 5% qui gagnent le plus, ou les 1%, eh bien, ça influe sur ma probabilité d'inventer. Et l'autre chose qui joue important, c'est l'éducation des parents. Mais ça, je l'avais montré avant sous la forme des courbes, et je le vois dans des régressions statistiques. Donc, en gros, d'avoir un père inventeur, ça ne gâche rien. D'avoir un père riche ou une mère riche, ça ne gâche rien. Et d'avoir un père très éduqué, ça favorise également. On reviendra en détail sur ces choses-là, parce que mais c'est très intéressant qu'on l'a sur données historiques. On va voir qu'on retrouve un peu de ça sur les données contemporaines, les données actuelles américaines. Et je vais vous montrer qu'on retrouve un peu de ça aussi sur les données finlandaises. Donc c'est là, vous voyez, quand je vous disais, il faut toujours essayer différents angles. Et si je vois qu'à chaque fois je retrouve la même chose, je me dis, il y a quelque chose, voilà. Hein, mais il faut être toujours très prudent, évidemment. Hein, voilà. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on contrôle pour mon niveau d'éducation, ce que je fais là, c'est-à-dire, eh bien, l'effet de l'éducation des parents et du revenu des parents disparaît là. C'est-à-dire que ce qui est quand même intéressant ici, c'est qu'il semble que le revenu des parents et l'éducation des parents importent en tant que ça augmente la probabilité que moi j'ai un bon niveau d'éducation.
Et c'est le fait que moi, j'arrive à un certain niveau d'éducation qui fait que j'innove plus. Vous voyez ce que je veux dire? On commence un peu à revoir les mécanismes. C'est des régressions, c'est sur données historiques. Je reviendrai sur d'autres données. Mais c'est intéressant parce que ça suggère qu'une fois que je contrôle pour mon propre niveau d'éducation, eh bien, l'impact du revenu de mes parents ou de l'éducation de mes parents semble tomber. Ici, dans les données historiques, ça tombe complètement. On verra que ce n'est pas exactement vrai dans les données contemporaines, dans les données actuelles. Ouais. Mais c'est intéressant en soi, parce qu'on commence à comprendre, essayer de comprendre les mécanismes. Hein. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, quand on a un père très riche, on a beaucoup plus de chances d'être... Et on voulait voir par quel mécanisme ça se passe. Donc un candidat sérieux, c'est de dire quelqu'un qui gagne plus, un père qui gagne plus, c'est un père plus éduqué, qui m'autorise, ou c'est un père plus éduqué qui me transmet son éducation et qui fait en sorte que moi aussi j'ai un meilleur niveau d'éducation, ou c'est un papa qui peut m'offrir l'école, quoi, qui peut me payer des universités, etc. Et c'est à travers ça que, voilà, et c'est les candidats, dis donc, mais on va revenir là-dessus. On commence à se dire, ça doit être un peu ça, quoi. Mais on reviendra sur ça, parce qu'on ne va pas juste regarder un tableau pour se convaincre d'une chose. Donc voilà, je voudrais regarder finalement sur l'inégalité, sur les données historiques, mais je reviendrai sur l'inégalité la fois prochaine. Donc il y a des fois des transparents que je vous montrerai plusieurs fois, parce que je vous les montrerai sous un angle différent. Là, on regarde le lien entre le nombre de brevets dans les différents États américains et la mesure Gini, qui est une mesure d'inégalité des salaires, voilà, en 1940. Et là, on regarde les brevets entre 1880 et 1940. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en tout cas, sur données historiques, vous avez une corrélation négative entre l'innovation et l'inégalité au sens large. C'est intéressant. C'est un thème sur lequel je reviendrai en détail la prochaine fois. Mais en tout cas, là, sur données historiques, on ne voit pas d'effet positif de l'innovation sur l'inégalité au sens large. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est à nouveau une corrélation. Il se trouve que les endroits où il y a plus d'innovation sont également des endroits où il y a moins d'inégalité de salaire. Par exemple, aux États-Unis, eh bien, il y a beaucoup d'inégalités dans les pays, dans les États anciennement esclavagistes, et c'est des États qui n'innovent pas beaucoup. Mais ce n'est pas qu'il y ait une causalité nécessairement de l'un à l'autre, mais il y a en tout cas une coïncidence intéressante. Par contre, la Californie ou le Massachusetts, etc., ou le Connecticut, où il y a plus d'innovation, sont moins inégalitaires que l'Alabama, le Mississippi, etc. Alors ça ne veut pas dire que l'un a une causalité sur l'autre, mais c'est intéressant qu'il y ait cette corrélation-là. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation. S'il y a des gens qui pensent que l'innovation, c'est le pire pour l'égalité, en tout cas si on s'intéresse à l'inégalité au sens large, eh bien, il ne semble pas qu'il y ait une corrélation positive entre l'innovation et l'inégalité au sens large si on se restreint, si on regarde les données historiques américaines. Maintenant, on peut regarder les très hauts revenus. Donc là, on regarde la part du revenu qui va au top 1%. Je reviendrai sur ça la prochaine fois. C'est une autre mesure d'inégalité que l'inégalité au sens large. Et là, on voit qu'en fait, il y a une espèce de, sur données historiques, une espèce de courbe en U. Il semble que celle-ci s'applique beaucoup avant et celle-ci s'applique plus récemment. Mais on voit qu'il y a peut-être une relation très décroissante là, mais on trouve ici une relation croissante. Donc là, sur données historiques, les auteurs trouvent une courbe en U. Nous verrons que sur données récentes, on trouve la partie positive de la courbe. On trouve une relation positive entre innovation et revenus au sens large. Donc ça, c'est intéressant. C'est de comprendre pourquoi, et nous allons parler de ça la prochaine fois. Donc c'est vrai que l'innovation semble, en tout cas récemment, être une source d'inégalité tout en haut de l'échelle, mais comme je l'ai montré précédemment, ça ne semble pas être une source d'inégalité au sens large, en tout cas les corrélations. Après, je parlerai de la causalité la prochaine fois. Donc c'est intéressant parce que quand vous parlez d'inégalité, et ça c'est une idée que je vais pousser également très fort, il faut savoir de quelle inégalité vous parlez. Donc, quand vous parlez d'inégalité, beaucoup de mes collègues mélangent un peu tout. Donc, on va dire, est-ce que vous parlez du top 1%? Est-ce que vous parlez de l'inégalité au sens large? Ou est-ce que vous parlez de la mobilité sociale que je vais vous montrer dans un moment? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième chose, c'est est-ce que
quelle source d'inégalité vous regardez? Si c'est l'innovation en tant que source d'inégalité tout en haut, mais on voit qu'elle a des vertus, parce que l'innovation vous donne de la croissance, et on sait qu'elle vous réduit, qu'en tout cas qu'elle ne semble pas augmenter l'inégalité au sens large, mais il y a d'autres sources d'inégalité tout en haut. J'ai cette expression que je dis toujours, Carlos Slim et Steve Jobs, ce n'est pas la même chose. Mais je ne veux pas non plus anticiper trop sur le cours de la prochaine fois, mais c'est important que déjà que vous me posiez la question, quand vous parlez d'inégalité, de quelle mesure d'inégalité vous parlez? Et quand vous parlez de top 1%, c'est-à-dire la part des revenus qui reviennent aux 1% les plus riches, quelle source de top 1% vous parlez? Est-ce que c'est l'innovation ou d'autres? Est-ce que vous devez traiter toutes les sources de la même manière? Et là, c'est une grande question. Et c'est ça qui manque dans tout le débat en France sur la fiscalité. Vous voyez, tout ce dont le journal Le Monde vous parle à longueur de colonne, sans citer personne, le mot innovation n'apparaît jamais. D'accord? Voilà. Alors là, il y a la mobilité sociale. Là, on regarde le lien entre brevet et mobilité sociale, c'est-à-dire c'est le pourcentage des enfants qui ont un père qui est dans des emplois subalternes et qui, lui, est employé dans des emplois très high-tech, enfin des emplois de management, etc. Et c'est comme ça que la mobilité sociale est mesurée sur données historiques. Et ce qui est très intéressant sur données historiques, c'est que vous voyez une corrélation positive entre l'innovation et la mobilité sociale. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant avec l'innovation. C'est que l'innovation semble être, et ça on va le voir à nouveau sur différentes sources de données que je vais vous montrer, qu'il y a ce lien entre l'innovation et la mobilité sociale. Donc l'innovation, ça peut très bien augmenter parfois, et pas toujours, le top 1%, mais ça ne semble pas augmenter l'inégalité globale, et ça semble être positivement corrélé à la mobilité sociale. Et moi, ma explication, c'est la destruction créatrice. L'innovation, c'est le nouveau qui remplace l'ancien. C'est une force de mobilité sociale. Et ça peut distinguer l'innovation d'autres sources de top 1%, d'inégalité top 1%. Par exemple, M. Carlos Slim au Mexique, il est riche parce qu'il met des barrières à l'entrée dans les télécoms de Mexique. Ça ne crée pas de la croissance, ça l'empêche parce que ça empêche la concurrence. Ça augmente l'inégalité au sens large et ça réduit la mobilité sociale. Et donc, il faut que j'ai une fiscalité ou que j'ai une approche qui distingue les différentes sources de top 1% parce qu'elles n'ont pas le même effet sur la croissance et sur les autres mesures d'inégalité. Et donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Et c'est là que tout est à faire encore dans la recherche. Moi, je commence à peine à toucher ça du doigt, et quelques autres, mais c'est un domaine de recherche en pleine expansion. Et donc là, vous êtes vraiment à la frontière de la frontière. Hein. Donc je remplis ma mission dans ce cadre-là. Voilà. Alors les conclusions, là, et on va peut-être faire la pause à ce moment-là maintenant, c'est de dire, voilà, les corrélations sur données historiques suggèrent que l'innovation va de pair avec la concentration géographique et l'urbanisation, avec le développement financier, avec la tolérance et l'ouverture, avec l'éducation, l'éducation des parents et votre propre éducation, le revenu et l'éducation des parents, bien que l'innovation en elle-même soit positivement corrélée avec la mobilité sociale. Mais je n'ai montré ici que des corrélations, pas des relations causales, et je vais peut-être commencer. Alors je ne sais pas si je devrais faire la pause maintenant ou après. Il est quelle heure là maintenant? Ah ben voilà, je vois l'heure, il est 53. Écoutez, pourquoi on ne s'arrête pas maintenant et on reprend à 15h? À 15h moins 2. Hein? C'est bon? Ça vous va? À tout de suite alors. Voilà.